Bonjour à tous, Mathéis Mouflet, analyste pour XTB. On se retrouve cette semaine pour votre émission Matières premières et fondamentaux. Et aujourd'hui, on va parler du pétrole, du café, du blé et de l'argent. C'est parti! On commence avec le pétrole que j'ai nommé les incertitudes persistent parce qu'on y croyait la semaine dernière. On pensait qu'on était très proche de la fin de la guerre en Ukraine. Et finalement, peut-être que cette paix, elle nous échappe du bout des doigts. Les prix du pétrole a rebondi ces derniers jours en raison de doutes sur un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. On a notamment eu des responsables allemands qui nous ont dit qu'il n'y aurait pas de réunion entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Les prix du pétrole ont aussi réagi à la hausse des anticipations de baisse des taux d'intérêt américains, ce qui pourrait évidemment stimuler la demande de produits pétroliers. Et les États-Unis n'envisagent pas de restrictions supplémentaires sur les exportations de pétrole russe. Sur ce graphique, on peut voir, la saisonnalité du pétrole à long terme. Donc avec la moyenne à 5 ans, la moyenne à 10 ans, la moyenne à long terme et notre année donc pour la saisonnalité. Donc, ce qu'on voit, c'est que si on regarde les moyennes plutôt long terme, on voit une stabilisation, une consolidation des prix pendant encore un mois. Puis on aurait une hausse vers la fin d'octobre avant une baisse en fin d'année. Donc pour l'instant, on aurait plutôt une consolidation suivie d'une hausse. Évidemment, n'oubliez pas, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Ce n'est pas parce que les cours font quelque chose dans le passé qu'ils feront la même chose au même moment cette année, mais ça peut toujours être intéressant de regarder ce qu'il s'est passé par le passé. Un droit de douane a été imposé à l'Inde, c'est un droit supplémentaire de 25% pour ses achats de pétrole russe. C'est une mesure qui a été perçue comme politique et qui est pour inciter l'Inde à respecter le nouveau régime tarifaire à son encontre. Si l'Inde se tourne vers d'autres sources, cela pourrait créer une demande supplémentaire sur le marché libre. Les spéculations sur un pic de production locale aux États-Unis s'intensifient avec une baisse de la productivité des puits pétroliers et une hausse des coûts. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'offre excédentaire actuelle due à la reprise accélérée de la production de l'OPEP+, devrait entraîner une baisse plus marquée des prix à court terme. L'EIA prévoit une croissance des stocks pouvant atteindre 2 millions de barils par jour pour les prochains trimestres. En parlant des stocks, les voici. Donc on les voit sur ce graphique avec le plus haut de 5 ans ici, le plus bas de 5 ans, la moyenne à 5 ans, l'année 2024 et notre année 2025. Donc je vous ai toujours dit, on est sur des stocks qui sont plutôt faibles, on est sous l'année 2024, on est même passé sous le plus bas de 5 ans, on est repassé au-dessus ici, mais on est sous l'année 2024, on est au niveau des plus bas de 5 ans, donc on a des stocks qui sont vraiment faibles, mais qui sont avec des fluctuations qui sont conformes aux moyennes saisonnières. Donc pour l'instant, pas de panique, mais on pourrait repasser sous le plus bas de 5 ans, ce qui serait plutôt une pression à la hausse pour le pétrole. Donc à voir ce qui va se passer dans le futur. On va maintenant parler du café avec des prix qui sont poussés à la hausse, notamment parce qu'il se passe au Brésil. Les importateurs américains annulent en effet leur livraison de café brésilien et les force à chercher d'autres sources d'approvisionnement, notamment en raison des droits de douane. C'est pour ça qu'ils doivent annuler leur livraison. Les stocks de café restent très bas, tout comme les quantités en attente de certification. La récolte actuelle au Brésil est presque terminée et ce que nous disent les données préliminaires, c'est qu'on aurait un rendement inférieur à celui de la saison dernière. Regardons un petit peu les stocks, avec donc les stocks en bleu qui sont en échelle inversée, donc plus la courbe bleue est haute et plus les stocks sont faibles, et en vert les prix. Et donc on voit qu'on est sur des stocks qui sont extrêmement faibles et qui sont de plus en plus faibles. C'est ce qu'on voit ici en bleu. Une nouvelle baisse des stocks pourrait indiquer que la récente hausse des prix pourrait se poursuivre. Toutefois, si les stocks augmentent, cela indiquerait que la situation de l'offre n'est pas aussi critique. Mais bon, pour l'instant, on est quand même sur des stocks qui sont extrêmement faibles et qui sont en tendance plutôt baissière. On continue avec les prix du café qui ont dépassé 380 cents la livre avant d'entamer une correction à partir de ce niveau. Les inquiétudes liées aux conditions météorologiques au Brésil poussent les prix à la hausse avec un risque de baisse de la production pour la prochaine saison.
Donc regardons un petit peu la saisonnalité des prix. C'est ce qu'on voit ici donc en vert pour cette année, et on voit ici la saisonnalité à 5 ans, 10 ans et la saisonnalité à long terme ici. Donc on voit que le prix du café a connu une forte augmentation, c'est ce qu'on voit ici, conforme à sa moyenne à 5 ans. Toutefois, il convient de noter que la moyenne sur 5 ans suggère désormais plutôt une baisse, c'est ce qu'on voit ici, tandis que les moyennes à long terme indiquent que le marché devrait être plutôt stable avant une hausse en fin d'année. Donc une saisonnalité qui pourrait être plutôt mauvaise pour le café d'ici les prochains mois. Évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures, vous le savez. On va passer au blé maintenant avec la possibilité d'une paix en Ukraine qui pèse sur les prix. Alors je sais que je disais qu'on s'éloignait de la paix, mais elle reste toujours une possibilité. Le prix du blé évolue dans une tendance latérale après le roulement de ses contrats à terme, sans signe de changement fondamental majeur. Le rapport WASDE indique une offre excédentaire croissante sur le marché du blé, et en plus de cette offre excédentaire qui est déjà une pression baissière sur les prix, on a quand même toujours cette possibilité d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine qui exerce aussi une pression à la baisse sur les prix. Pourquoi? Eh bien parce que vous le savez, l'Ukraine c'est le grenier de l'Europe, il y a des quantités astronomiques de blé en Ukraine qui pourraient être produits si la paix venait à être déclarée. Mais comme je le disais, pour l'instant la paix en Ukraine n'est pas le scénario principal à court terme. Évidemment, on espère que ça le devienne. On regarde un petit peu ce graphique. Le blé évolue globalement conformément à sa moyenne sur 5 ans. Donc vous voyez ici le plus haut de 5 ans, le plus bas de 5 ans, la moyenne à 5 ans et notre année 2025 en rouge. Donc si on suit un petit peu cette moyenne à 5 ans, qu'on continue à la suivre, on pourrait avoir un léger rebond, c'est ce qu'on voit ici. Évidemment, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Le blé se négocie juste en dessous de 2 écart-types par rapport à sa moyenne annuelle, avec une hausse attendue d'environ 30 cents par boisseau, avec l'expiration du contrat de septembre. À court terme, le blé pourrait donc être considéré comme survendu, on va revenir sur ça juste après, et la qualité du blé américain reste élevée avec une récolte de blé d'hiver presque terminée, et celle de blé de printemps à mi-parcours est dans la moyenne. Alors, de quoi est-ce que je parle avec mes histoires d'écart-types? Eh bien, c'est ce qu'on voit sur ce graphique, avec les positions nettes sur le blé. Donc on voit le prix du blé en bleu, les positions nettes en rouge ici. Pour rappel, les positions nettes, ce sont les positions longues moins les positions courtes. Et donc on voit un petit peu le détail ici, avec les positions longues donc, qui sont en hausse. On a un positionnement sur le blé qui tend à nouveau vers un niveau extrêmement bas, c'est ce qu'on voit ici. Cependant, il convient de noter que les positions acheteuses se redressent également, légèrement ici, ce qui pourrait suggérer un potentiel de changement de tendance dans un avenir proche. Néanmoins, les prix autour de 500 cents le boisseau sont considérés comme attractifs pour un rebond. Comme je disais, on a quand même un blé qui se négocie en dessous de 2 écart-types par rapport à sa moyenne annuelle. Donc les écart-types, ce sont des mesures d'écart à la moyenne. Et donc 2 écart-types en dessous de la moyenne annuelle, c'est plutôt bas, donc ce serait plutôt un indice qu'on serait survendu et que les prix pourraient rebondir. Si vous voulez un peu mieux comprendre ce genre de graphique, vous pouvez regarder notre vidéo éducative sur les rapports CFTC que je vous mettrai en description. On continue avec l'argent, avec les ETF sur l'argent qui portent le cours. Le prix de l'argent se situe à environ 1,5% de ces récents sommets locaux qui sont les plus élevés depuis 2011 et le ratio or sur argent continue de baisser. En parlant de ce ratio, je vous en parle à chaque fois qu'on parle de l'argent, je vous parle de ce ratio parce qu'il est très important. C'est le ratio du prix de l'or divisé par le prix de l'argent. Et la dernière fois qu'on avait parlé de l'argent, je vous avais dit, on est sur un ratio qui est très élevé. Et si on revient un petit peu sur la moyenne de ce qu'on connaît sur ce ratio, ça voudrait dire que soit l'or baisse, soit l'argent monte. Et comme vous le savez, l'or a plutôt stagné dans la période. Donc si ce ratio a baissé, c'est bien que l'argent a monté. Le ratio donc gold sur silver
a récemment connu une baisse significative. On est désormais à 87 avec une moyenne à 10 ans qui est de 82. Donc une baisse du ratio à 82, c'est-à-dire sa moyenne à 10 ans, signifierait que le cours de l'argent pourrait dépasser le niveau des 40 $. Donc on a encore de la marge à la hausse sur l'argent pour aller chercher les sommets locaux et devoir dépasser les prix de 2011. On continue avec les métaux précieux restent aussi soutenus par les anticipations de baisse des taux d'intérêt, l'absence de perspective de paix en Ukraine et les risques tarifaires. Les ETF continuent d'acheter de l'argent, portant la valeur de leurs avoirs à plus de 30 milliards $, ce qui est un niveau historique, on le voit sur ce graphique. Vous voyez en noir les détentions d'argent par les ETF par rapport au prix en rouge. Donc on voit que les détentions d'argent par les ETF, excusez-moi, sont à un plus haut historique avec un graphique qui commence en 2006. Donc on a énormément d'argent dans les ETF. Si la tendance haussière des métaux précieux se poursuit, le ratio pourrait atteindre sa moyenne sur 10 ans à 82, ce qui avec un prix de l'or à 3350 $ impliquerait un prix de l'argent à 40,85 $ l'once. C'est ce dont je parlais juste avant. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager cette vidéo. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. C'était Mathéis Soufflet pour XTB.